Cette bâtisse est mondialement connue pour ses crimes effroyables, retransmis dans les livres et films du meurtre d'une famille qui, dans leur sommeil, ne se réveilleront jamais. Dans cette vidéo, vous allez connaître l'histoire de cette maison qui habiterait le diable. Installez-vous confortablement et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Historia. « 1965, les DeFeo s'installent dans les quartiers huppés d'Amityville, situés au 112 Océan Avenue. Leur nouvelle maison a été édifiée en 1928 et semble parfaite pour la famille. Directeur général d'une concession automobile, Ronald DeFeo Sr. est marié à Louise, avec qui il a eu 5 enfants. 3 garçons, Ronald Jr., 23 ans, Mark, 12 ans, et John, 9 ans, et 2 filles, Dwayne, 18 ans, et Allison, 13 ans. Mais la vie de cette famille américaine va basculer dans l'horreur en novembre 1974. Ronald DeFeo et sa femme Louise mènent une vie en apparence banale avec leurs 5 enfants. Demeurant dans un appartement de Brooklyn, ils économisent en vue d'acheter une maison. Leur dévolu se jette alors sur une grande bâtisse située au 112 Océan Avenue, dans les quartiers aisés d'Amityville, en banlieue de New York. Les DeFeo emménagent avec plein d'espoir dans cette immense demeure, répartie sur 2 étages avec en plus un sous-sol. Or, à l'intérieur des murs, ça ne va pas très bien. Ronald DeFeo a souvent de violentes disputes avec son fils, Ronald Jr. Il n'est pas rare que les 2 hommes en viennent au coup pour de multiples raisons, dont certaines relations louches du paternel avec le milieu criminel que désapprouvait son fils. Ce dernier accusait aussi son père d'infidélité, même si cela n'a jamais été prouvé. La veille des meurtres, une autre crise survint chez les DeFeo. Le 13 novembre 1974, vers 3h du matin, Ronald Jr. termine le visionnage d'un film particulièrement cru du nom de Castle Keep. Pour une raison inconnue, il prend alors son fusil 35 mm et massacre l'ensemble de sa famille, exception faite du chien de celle-ci. Les parents reçoivent 2 balles chacun. Le coroner démontra que Ronald a survécu quelques secondes à quelques minutes avant de succomber de ses blessures. Quant à Louise, elle est morte 10 minutes après avoir été atteinte. Les 2 frères de Ronald Jr., 9 et 12 ans, sont tirés à bout portant, soit à moins de 4 cm de distance. Allison, 13 ans, a eu le temps de se réveiller avant de recevoir une balle en pleine tête. Quant à Dwayne, 18 ans, elle fut tirée à moins de 6 cm de distance dans le bas de son cou. Ronald DeFeo Jr. vient d'effectuer un sextuple meurtre. Vers 18h30 le même jour, Ronald Jr. entre promptement au Henry Bar en criant « Vous devez m'aider, je crois que mes parents ont été tués ». 6 hommes suivirent Ronald qui roulait à toute vitesse vers sa maison. Arrivés sur place, ils eurent un haut-le-cœur en raison de l'odeur de mort qui régnait dans la baraque. Ils se stoppèrent net en pénétrant dans la chambre à coucher principale, voyant le corps de Ronald Sr. gisant sur le ventre et le cadavre de sa femme particulièrement recouvert d'une couverture orange. Les policiers se sont rapidement dépêchés sur les lieux et l'enquête s'amorce. Un élément demeurant encore un mystère. Aucun voisin
n'a entendu le moindre bruit d'arme à feu. Même si la maison était bien isolée, on a démontré que la détonation du fusil utilisé par Ronald Jr. pouvait être entendue jusqu'à 6 pâtés de maison. Fait encore plus troublant, les voisins ont entendu les aboiements du chien, qui étaient beaucoup moins audibles que les tirs de fusil. Au fil de l'enquête, on conclura que les parents ont été assassinés en premier. Ronald Jr. aurait monté le volume de la télévision si fort que cela aurait étouffé les bruits de fusil à l'intérieur de la maison. C'est la raison la plus logique trouvée par la police, pour expliquer que certains enfants ne soient pas réveillés après que les parents aient été assassinés. On finit par conclure que Ronald Jr. a délibérément massacré sa famille et on le met en état d'arrestation. Au fil des interrogatoires, il soumettra des versions contradictoires avant d'avouer être l'auteur des meurtres. Or, il mentionnera aussi qu'il n'était pas seul, puisqu'il a pu compter sur l'assistance de 2 amis et de sa sœur Dwayne. Il affirmera qu'il a bel et bien tué ses parents, mais que Dwayne était responsable des meurtres des enfants. Dans une autre version, Ronald Jr. indiquera qu'il entendait des voix, dont celle de Dieu, qui lui ordonnait de tuer toute sa famille. Par ailleurs, en effectuant des recherches, les enquêteurs découvriront que Ronald Jr. n'était pas un ange. En effet, il consommait plusieurs types de drogues, dont de l'héroïne à l'occasion. Il aurait ainsi tenté de fuir une vie remplie de moqueries ayant débuté à l'époque à l'école primaire. De plus, 2 semaines avant les meurtres, Ronald Sr. aurait une violente dispute avec son fils, au sujet d'une fraude que ce dernier aurait tenté de faire passer pour un vol. Le paternel lui aurait dit alors « Tu portes le diable en toi », avant que le fils lui réponde « Espèce de gros porc, je te tuerai ». Au procès de Ronald Jr., le procureur de l'État fait part des découvertes des enquêteurs, de même que des résultats des autopsies. En outre, on démontre que les déféos n'ont pas été drogués avant les assassinats. Du côté de la défense, l'avocat William Weber a demandé la tenue d'une enquête dans la maison, afin de trouver une soi-disant puissance capable d'influencer Ronald Jr. L'avocat soupçonne qu'il existe des champs électromagnétiques ou des forces telluriques avoisinantes dans la demeure qui auraient pu déséquilibrer les cellules et la santé mentale de son client. Hans Holzer, chercheur dans le domaine du paranormal, avancera que ces champs peuvent inhiber le son et affecter les perceptions du bruit, d'où le fait qu'aucun coup de feu n'ait été entendu. On ajoute aussi que Ronald Jr. entendait ce qu'il pensait être la voix du diable. Cette voix lui aurait dit « Attrape-le, tue-le ». Le jury délibère et ne croit aucunement les arguments de la défense. Ronald DeFeo Jr. est condamné à 6 peines de 25 ans et envoyé à la prison spéciale d'Anemora. Les scientifiques interrogés sur le sujet refusent de voir autre chose que la folie meurtrière. La maison est mise en vente, mais parce qu'elle a été tachée de sang, elle demeure inoccupée pendant plusieurs mois. On tente de la vendre à l'aide d'annonces alléchantes, vantant ses dimensions de même qu'un prix attractif de 80 000 $. Or, plusieurs acheteurs potentiels rebroussent chemin, certains ne pouvant tolérer de vivre dans une maison où un massacre a eu lieu, et d'autres croyant qu'elle était hantée. L'agence immobilière chargée de la vente repeint entièrement la maison en blanc, afin de faire oublier son aspect sinistre, mais ne remplacera pas les 2 lucarnes du devant, pourtant vues par certains comme les yeux du diable. La famille Lutz emménage dans la demeure et ils déménageront au bout de 28 jours, chassés par les événements surnaturels sous forme d'activités poltergeist et d'apparitions démoniaques. Mais s'agit-il d'une vraie histoire? Beaucoup affirmeront que l'affaire n'était qu'un canular perpétré par la famille Lutz pour gagner de l'argent. Mais d'autres croient réellement que la demeure est hantée. Les Lutz emménagent dans la maison du diable le 18 décembre 1975. Très vite, des phénomènes étranges envahissent peu à peu leur quotidien. Variations soudaines de température, odeurs écœurantes, formation de taches noires sur les murs, apparition de nuées de mouches. George Lutz se réveille chaque nuit à 3h15 par un cauchemar dans lequel il assiste au massacre de la famille DeFeo. Melissa évoque également l'apparition d'une sorte de fantôme du nom de Jody. Puis, un lion de céramique se met à bouger. Les Lutz concluent alors que la maison est hantée. Cathy Lutz aura même des marques rouges sur le corps.
comme si une force mystérieuse l'avait frappé à plusieurs endroits. Les Lutz affirment également avoir assisté à la visite d'êtres démoniaques. Depuis janvier 1976, George Lutz voit sa femme flotter dans les airs, au-dessus du lit. Cette fois-ci, c'en est trop. La famille quitte donc la maison le 14 janvier 1976. Cette histoire va largement inspirer de nombreux auteurs de livres d'horreur. Mais elle va aussi susciter de nombreuses polémiques. Certains parlent de supercherie, d'autres étant réellement terrorisés. Un écrivain les contactera pour écrire un livre sur leur expérience, mais ne parlera pas à la famille. Il écrira le livre à partir des enregistrements audio des Lutz. La famille touchera alors 50% des recettes du livre et plus tard du film. En 2011, une famille rachète la maison et diront aux journalistes que les Lutz mentaient. Il n'y a rien de paranormal. Il ne s'est rien passé. Les Lutz auraient-ils menti pour attiser les gens, pour en tirer profit? À vous d'en juger. Merci d'avoir regardé ce nouvel épisode. N'hésite pas à le partager à tout le monde. Et si vous voulez plus de détails, je vous conseille d'écouter Nuit Blanche sur Spotify ou autre service de streaming. C'était Monsieur Story pour ce nouvel épisode d'Historia.